La 5e de couvre enregistrée à Livre Paris. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Place une fois encore à une émission libre où nous allons ensemble aborder plusieurs thèmes, plusieurs idées, plusieurs problématiques, mais avec une invitée. J'en dis plus dans quelques instants. La différence aussi, c'est que cette fois-ci, nous enregistrons cette émission pendant le salon Livre Paris, dont Manga TV et donc la 5e de couve est partenaire. On commencera d'emblée aussi à remercier les éditions Kiun qui nous permettent d'enregistrer cette émission dans des conditions plutôt idéales, mais comme bien sûr on a un planning un petit peu serré avec notre invité, il va falloir qu'on règle le son au fur et à mesure de l'émission. Donc au début, si le son est un petit peu bizarre, vous inquiétez pas, si vous avez un peu d'écho, c'est normal, ne réglez pas vos appareils, c'est notre faute. On va régler ça pendant le début de l'émission en même temps qu'on parle, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Pour le reste, les conditions sont idéales donc. Et c'est parti, pour disséquer, pour dépecer, pour charcuter et surtout pour aimer le manga. Lui n'aime pas pleurer, même sur une chanson douce ou sur une Alabama Song. Son ordre du jour sera un aller simple vers la bataille. C'est Robin. Salut Robin. Salut. Qu'est-ce que c'est que ce lancement? Des titres de livres. Ouais, d'accord, merci. Des concours. Eh ben merci, ça fait plaisir. Je suis très content d'être là. Il pourrait venir de Babylone, de Notre-Dame du Nil ou des comptoirs du Sud. C'est un roman français à lui seul. Oui, c'est une histoire vraie. C'est Flavien. Salut Flavien. Salut. C'est aussi des livres, c'est ça? C'est ça. Des Renaudot. Des prix Renaudot. Ah oui, d'accord, on a chacun nos... C'est ça. Donc chacun notre tard. Tous les deux, vous avez un prix chacun. Elle a eu un prix, elle a gagné un tremplin, le tremplin Kiun. Elle est notre invitée, notre guest exceptionnel pour cette émission spéciale, à l'exception probablement de sa famille et de ses amis. Tout le monde l'appelle Yamishin. Salut à toi. Bonjour, moi j'ai pas le droit à une introduction livre. Bah toi t'as gagné le prix. Oui. Ça va, eux ils ont jamais rien gagné comme prix. Toi t'en as gagné. Ah c'est pour ça, ok. Et toi tu fais des livres, ils en font pas de livres non plus. Hein. Ils sont obligés de les lire. C'est des écrivains cachés, c'est on ça. sait pas. Ah bah peut-être qu'un jour, ça on sait pas, ouais. Ça va, oui. Ta famille ne t'appelle pas Yamishin, on est d'accord? Non. Ok, très bien, c'était pour être sûr. Je ne peux que vous encourager à participer avec nous à la 5e de couve sur les réseaux sociaux, hashtag 5DC, pour discuter de vos lectures, échanger sur l'actu manga et prolonger cette émission, ou poser des questions auxquelles on peut tous ensemble répondre. Sur Facebook, c'est pareil, hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Une émission donc avec plusieurs thématiques, une émission libre. On va commencer par la première. On parle dans cette émission très souvent du statut de l'auteur de manga. Des difficultés liées à la santé, à la pression éditoriale, aux revenus, au rythme de travail au Japon. Un statut pas toujours enviable, pas toujours compris. Et même dans cette société japonaise qui elle-même a ses propres pressions sociales bien souvent différentes des nôtres. Mais qu'en est-il aujourd'hui du statut d'auteur de manga de langue française en France et dans les pays francophones? J'ai essayé de pas être trop ethnocentré. La première question qu'on peut se poser déjà tous ensemble, c'est bêtement, est-ce qu'il existe un statut d'auteur légal en France? Bah j'aurais tendance à dire que oui. Oui. Bah oui, si, il y a un statut d'auteur. Avec l'URSSAF, la GESA. Voilà. Toi tu viens de Suisse, est-ce qu'il y a un statut d'auteur en Suisse? Alors normalement je pense qu'il devrait y en avoir un, mais c'est tellement compliqué de faire comprendre à l'administration en Suisse. Déjà le fait de travailler pour quelqu'un en France, parce que pour eux normalement c'est l'inverse, c'est-à-dire que les frontaliers ils viennent plutôt travailler en Suisse. Ouais, d'accord. Mais ils sont fous les Suisses d'aller en France, mais ils sont fous, ils vont gagner moins. Mais non, mais c'est ça en fait. Et du coup, ça a été un peu compliqué pour moi de trouver les papiers, parce que on m'a un petit peu renvoyé de 3 endroits différents. Alors en plus, si je leur disais même pas que je faisais du manga en fait, parce que sinon je disais si je commence avec ça, je pense que je vais pas m'en sortir. Ouais. T'as dit quoi, auteur directement? Non, j'aurais dit que je faisais de la BD, mais pour eux, ils disent mais vous êtes quoi? Vous êtes auto-entrepreneur, et en fait c'est pas forcément la même chose en France et en Suisse. En Suisse, il faut avoir un certain montant pour avoir le statut d'entrepreneur, et du coup, c'est pas du tout la même chose en plus. Voilà. Si tu peux commencer de zéro, tu as le statut de...
Oui, bah c'est ça. Et en Suisse, non. Enfin, en tout cas, pas ce que m'ont montré les papiers où j'ai cherché, quoi. Parce que pourtant, ils ont des grands auteurs de BD suisses. Enfin, il y a Zep, il y a Mix et Remix. Enfin, il y a plein de grands auteurs de BD qui sont suisses. Donc, il devrait y avoir... c'est tellement des exceptions que du coup, pour eux, ils sont... Je sais pas. En tout cas, moi, je sais que j'ai galéré. Et du coup, j'ai même dû demander l'aide d'une amie avocate qui, elle, par contre, m'a reconduit directement où il fallait. À la frontière. Mais du coup, elle m'a dit madame, tu prends ce papier. Auteur, ça ne gagne pas assez, vous ne pouvez pas vivre chez nous. Ah non, mais c'est ça, quoi. Et alors, mon gars, genre, non, mais j'ai même pas essayé, quoi. Manque quoi? Ouais, les japonais Dorothée. Les japonaiseries, ouais. Moi, je me souviens au début, il y a quelques années, quand sont arrivés les premiers auteurs de manga en France. Les auteurs de BD regardaient ça, mais d'un œil noir, genre, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire, quoi? Ils ont rien compris. C'est 200 pages. 200 pages. Bah, j'ai fait une école de BD il y a longtemps, je m'en souviens même plus. Jadis. Et en fait, je me rappelle, j'ai fait qu'une année parce que ça n'a pas abouti à grand chose. Et à l'époque, j'avais un style très full metal. Et du coup, j'avais fait des petits croquis, tout ça, et c'était l'examen. Et là, je vois un de mes profs qui était mon prof de BD, qui était très gentil et tout, machin. Hein. Mais, et là, il regarde mes croquis, puis il fait mais ces trucs faits sur usine et tout. Ces trucs faits sur usine. Oh là là. J'étais là, mais respectez-moi. Oui, c'est terrible de se dire que même chez les profs, même ceux qui font de la BD, il y a des préjugés comme ça. Non, mais après, c'était il y a un moment. Ouais, mais à l'époque, ils connaissaient pas. C'était le truc qu'ils arrivaient de je ne sais où. Mais c'était pour lui c'était de l'usine, c'est-à-dire que à partir du moment où il y avait même pas dans l'optique de se dire qu'il y a plusieurs sortes de styles de manga différents, il y a plusieurs styles d'ancrage, non, c'était juste tout a les gros yeux, tout est les cheveux avec des pics, tout est du Dragon Ball, et il y a de la violence et puis évidemment lui il était très après lui aussi c'était un cliché parce que c'était vraiment le prof de BD qui aimait Tintin, qui était vraiment très complètement. Et du coup, moi j'arrive, je fais du manga, je fais okay. Ouais, vraiment c'est Du quoi? Du manga? Ah non, mais non, justement, il savait très clairement ce que c'était que du manga, et c'est justement pour ça que c'était un petit peu méprisant, quoi. Pour moi, il disait, faut que tu sortes un petit peu ton style, tu sais que tout le monde dit non et tout ça. C'est mon style en fait. J'ai un style manga, mais c'est après à l'époque j'avais pas complètement mon style non plus, mais disons que je me cherchais, je savais dans quoi je voulais aller. Et tu sais que même maintenant il y a des trucs, même s'il y a des écoles de manga etc, mais la plupart des gens quand ils font un truc ils font encore du manga, sortez de ce style, mais en fait c'est quand même un style qui a émergé et que tout le monde a appris et repris, quoi. Donc je pense pas qu'il y ait un style manga, c'est justement ça, c'est ce que Télérama a bien voulu nous faire croire, c'est qu'il y avait un style manga. Parce que c'était facile. C'est ça. C'est genre, mais non, mais c'est facile, c'est que du noir et blanc, c'est bon, quoi. C'est ça. Hein. Moi, je peux dire qu'il y a certaines pages, je peux rester 2 jours dessus, alors facile, poupouille. Oui, puis même dans la bande dessinée franco-belge, il y a du noir et blanc avec des styles particuliers. Oui, et puis il y a des standards aussi, je veux dire. Il y a du comics, avant d'être colorié, c'est du noir et blanc pour la plupart. Tout à l'heure, j'étais en conférence avec l'auteur de Artiste chez Glénat, et qui disait que, en fait, vu que effectivement il n'y avait pas de couleur, par exemple, pour représenter un plat c'est hyper coloré, etc. Et elle a été obligée de travailler sur les contrastes de noir, sur tout ce qui était lumière, etc. Et c'est pas forcément un travail que tu vas faire en couleur parce que c'est un peu plus simple. Et du coup, pour figurer la couleur en noir et blanc, c'est un véritable travail. Et limite, en fait, tu peux même mieux comprendre les contrastes en travaillant d'abord par du noir et blanc, en fait, finalement. Et tu comprends mieux, parce que oui, c'est super dur, en fait. Il faut pas que ton dessin soit noyé dans le noir. Et il faut qu'on puisse pouvoir comprendre ce qu'on regarde. Mais apparemment, en tout cas, moi à l'époque, quand j'étais dans cette école, c'était facile. Mal vu pas, ouais. Oui, c'était ça. Ouais. On va revenir juste sur le statut de l'auteur de manga. Est-ce que, par exemple, l'augmentation à l'accès direct avec ses lecteurs, est-ce que ça a pu changer aussi les choses en gros avec Internet, pour le dire simplement. Est-ce qu'Internet a changé les choses dans la façon dont on peut concevoir l'auteur de manga en France par les Français? Disons que avec Internet, tu as un retour direct des gens, donc tout de suite, dès que tu fais quelque chose qui peut
relever au départ d'une envie personnelle, tu peux avoir tout de suite une espèce de statut d'auteur, même s'il n'est pas officiel, légal, tout ça, mais tu as des gens qui apprécient ton travail, qui se retrouvent dedans, donc du coup, oui, tu deviens auteur, quelque part, assez rapidement. Mais est-ce que, justement, en publiant des planches en amont, etc., du travail, ça crée pas une fidélisation ? Enfin, je sais pas pour toi, mais en amont ? Moi, je sais qu'en tout cas, à l'époque, j'avais un webcomic, donc du coup, moi, je publiais mes planches, tout ça. C'est vrai que j'avais un retour. Mais par contre, je sais que des fois, il peut y avoir... alors, je sais pas s'il y a des éditeurs qui ont repéré, mais par exemple, tout ce qui est Kickstarter, on peut arriver aussi où des fois, il y a un éditeur qui voit quelque chose d'intéressant et qui peut peut-être se pencher, se dire « Ah, mais en fait, ce truc-là, je l'avais pas vu. » Et du coup, « Ah, mais en fait, ça vaut peut-être le coup. » Ouais, mais le problème à ce moment-là des Kickstarter, enfin le problème, je sais pas si c'est vraiment un problème en soi, c'est qu'effectivement, le manga est déjà fait, le manga est prêt, le manga est semi-financé par le Kickstarter, et l'éditeur, il a juste à faire « Bon, bah, je le republie un peu en plus. » Et il a moins son travail d'éditeur à faire, quelque part. Alors... J'ai pas, enfin, j'en sais rien, parce que je pense que maintenant il peut y avoir peut-être des Kickstarter où peut-être le tome 1 peut être fait, et du coup je pense à Chronotic Express, ouais, où le tome 1 il était déjà fait, machin, mais le 2 il a été financé, mais il y avait, je sais pas si l'éditeur a quelque chose à dire sur le tome 2, puisque elle avait pas tout fini, il me semble, à ce moment-là, pendant que c'était... Après, je sais pas si elle avait écrit le scénario avant ou quoi que ce soit, il faudrait que je lui pose des questions. Enfin, elle est beaucoup mieux placée que moi pour parler de son bouquin. Exactement, oui. Ouais, et de comment a évolué le Kickstarter et tout ça. Mais peut-être qu'on peut arriver à un moment où, je sais pas moi, ça finance un tome, et du coup, c'est aussi l'éditeur qui dit bah écoute, là, parce qu'il peut y avoir un suivi tout simplement. En fait, pour Chronotic Express, ouais, l'éditeur a aussi fait la campagne de Kickstarter en fait, pour le deuxième tome. Du coup, tous les deux, ils ont fait ensemble parce que en fait, c'est un petit éditeur aussi. Du coup, il a pas énormément d'argent, et lui aussi, il a dit bon bah vas-y, on va vu qu'il y a comme un engouement assez énorme, et bah autant faire en sorte que Kickstarter en fait il finance la série en entière en étant édité, quoi. Je vais encore revenir au statut de l'auteur. On n'arrête pas de s'éparpiller. Est-ce que quand tu dis je suis auteur de manga, on te regarde bizarrement? Est-ce qu'on te dit non mais ton vrai métier? Qu'est-ce qu'on te répond? Non mais ça va, les gens ils sont sympas en fait. non c'est cool franchement, parce que peut-être si il y a 10 ans peut-être qu'on aurait dit quelque chose un peu genre quoi machin, mais là maintenant comme le manga ça commence à ça s'est popularisé, démocratisé, oui, clairement. Du coup il y a une espèce de curiosité plus. On me dit pas oh mais tiens tu veux pas faire autre chose ou je sais pas trop quoi, enfin du coup on me dit directement ah bon, mais c'est à quoi consiste ton travail exactement. C'est plus une curiosité, je dirais. Enfin voilà, du coup c'est comme plus cool, quoi. Par rapport à ce que peuvent vivre des auteurs japonais sur le rythme de travail, sur les problèmes de santé également, est-ce que du coup tu ressens ça comment, toi, quand tu vois ces infos arriver, quand tu vois les plannings des auteurs japonais passer sur internet? Je les comprends. Ouais, moi je dors 2 heures par jour. Non, disons que je fais pas comme les Japonais. Je dors 8 heures par jour. Par contre, après, oui, j'ai mal au dos. Je fais super gaffe de pas choper une tendinite, par exemple, parce que ça m'était arrivé l'année passée, je crois, pendant le tome 2. Tu bois pas assez d'eau? Mais je manque de tout, hein. Quand on me regarde, je manque de tout. Mais ouais, j'avais fait une tendinite au poignet, et du coup ça m'avait duré 2 semaines. Alors c'était gentil encore, parce que quand on connaît la tendinite, des fois ça peut rester vraiment très très longtemps. Et c'était chiant. Pendant 2 semaines tu peux rien faire. Et tu t'imagines prépublier ton travail, ce que tu fais aujourd'hui sur Green Mechanic? Chapitre par chapitre, toutes les semaines ou tous les mois. Ah non, mais sans assistant, c'est pas possible. Sinon, moi, on me voit, il y a de la mousse qui me pousse sur le dos, je me transforme, et puis, non, on se transforme en monstre démoniaque, je pense. Non, mais c'est impossible, franchement. Si on va avoir une hygiène de vie un minimum correcte, et puis vouloir, si on tient un peu à sa vie, je pense qu'on peut pas
tenir le rythme d'un japonais sans assistant. C'est impossible. Ah, de toute façon, oui, sans assistant. Ou alors s'il y en a qui arrivent, GG à eux, mais moi, j'y arrive pas. Moi, il me faut mes 8 heures de sommeil. Non, c'est clairement impossible, mais c'est aussi pour ça alors d'une, c'est une industrie un peu plus grosse au Japon. Tout à fait. Qu'ils ont le système de prépublication et ils ont des auteurs enfermés chez eux non-stop. Et puis ils ont des assistants. Ils ont des assistants qui sont aussi enfermés aussi. Et en plus, ils ont des assistants. Oui. Ouais, c'est ça le pire, c'est que d'une, ils sont enfermés, ils ont pas de vie, et en plus, ils ont des assistants qui sont aussi enfermés, qui ont pas de vie. Mais ils ont des boissons énergétiques. Ils ont des boissons énergisantes, c'est ça. C'est cool, hein. Non, moi je peux pas. Imagine boire des Red Bull toutes les 4, non, c'est pas possible. Non, mais parce que là ton rythme il est plutôt cool. Où tu... ouais, enfin, je sais pas, je travaille entre 11 heures par jour à peu près. Mais soit plus que la majorité des gens. C'est quand même déjà un bon rythme. Après, moi je suis pas la personne la plus rapide parce que je suis assez perfectionniste et puis que j'apprends en plus en même temps que je travaille. Donc, du coup, par exemple, j'ancre pas forcément de la même façon que j'ancrais le premier volume. Là, je suis en train de tester justement les derniers chapitres, le dernier chapitre du volume 3. Et je me rends compte que mon système d'ancrage il a changé, tout ça, même au niveau des aplats. Enfin, les aplats ça me prend un temps fou, ça me fait péter un câble. Mais les décors et tout ça, puis je suis pas la personne la plus rapide, mais j'essaie quand même toujours de fournir en fonction du temps en fait. Donc, du coup, oui, mais surtout qu'en plus tu fais tout, donc t'écris l'histoire, tu dois penser à comment tu vas la découper, donc ça c'est du temps. Non mais mine de rien, je veux dire dans la BD, souvent c'est couple scénariste dessinateur ou dessinatrice. Ouais non là mais c'est pour ça que j'ai la tête des fois qui va exploser. Et il y a des festivals en plus, des salons qui te mettent des week-ends derrière. Non mais pour moi c'est presque limite des vacances en fait parce que je me repose mentalement et du coup je suis pas devant mon ordinateur et du coup voilà. Après les gens ils me demandent, ils font comment ça va et tout, puis je fais je suis fatiguée. Ils font moi mais t'es tout le temps fatiguée. Je fais parce que vous êtes pas dans ma tête, je réfléchis non-stop en fait. Bah oui. Je me prends la tête et tout ça et des fois j'ai des petits moments d'angoisse où je me dis oh non mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Je sais pas comment faire mon histoire et tout ça. C'est très drôle. C'est bien d'être artiste, c'est génial. On peut en vivre aujourd'hui ? Alors, sachant que moi j'habite en Suisse, du coup le coût de la vie en plus il est plus élevé. Voilà, donc moi je pense que si j'étais en France, oui, et en Suisse peut-être aussi, ce serait un peu plus compliqué, mais après moi je vis en couple donc du coup ça va être pas mal quand même. Donc voilà, après moi ça dépend aussi de la quantité de travail et ouais non puis comment vit la personne aussi. Il y a des gens qui sont très économes. Moi par exemple je sais que j'aime pas faire des excès et tout ça machin donc et parce que t'as pas vraiment le temps en fait quand tu bosses en non mais hier je suis passée dans une boutique pour décoration de maison, j'ai pété un câble. J'ai acheté trop de trucs, c'est horrible. Non, mais parce que tu peux aussi faire des commandes autres, etc. Tu vois, il y a des artistes, des mangaka français qui peuvent faire leur manga et faire d'autres commandes aussi pour subvenir leurs besoins. Autre chose que les auteurs de BD en général. C'est ça. La plupart des auteurs de BD travaillent pour des magazines, travaillent pour des marques. Son contrat avec des agences pour faire d'autres choses. Il y a pas longtemps, cette semaine, j'ai fait un atelier justement, donc des fois aussi. Oui, ça aussi. Parce que moi, j'ai pas trop le temps de prendre. Je sais qu'on m'a demandé des fois justement des dessins pour. Ça pouvait être n'importe quoi, hein, mais du coup, je peux pas dire. Enfin, j'ai fait l'erreur l'année passée de dire oui trop souvent et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de travail, donc du coup là cette année j'ai fait non, stop, c'est bon. Par contre je fais des conventions à côté dans le fanzine, donc du coup, ok, on en parlera en fin d'émission justement du fanzine. Et moi je me demandais si aujourd'hui l'auteur de manga en France, si finalement il a pas une sorte d'obligation à être auteur de manga et chef d'entreprise pour pouvoir commercialiser d'autres choses sur un site internet ou justement fonctionner avec du crowdfunding. Quand je vois ce que fait Renaud Le Maire et tout ce qu'il met en place, quand je vois, alors c'est pas du manga, mais ce que peut faire Maliki aussi, je me dis que c'est des gens qui sont aussi un peu chefs d'entreprise à côté, en même temps qu'auteurs. Moi je me dis qu'en fait c'est peut-être la continuité de quelque chose, dans le sens où quand on fait du manga ou de la BD ou n'importe, il y a quand même un petit côté, on doit s'auto-gérer. Et du coup, il y a peut-être un moment où on est plus curieux, on a envie de voir, on se dit si j'ai réussi à gérer ça, est-ce que je peux gérer d'autres trucs ? Est-ce que peut-être il y a une petite frustration, on se dit j'aimerais bien pouvoir faire ça et ça sur ma série, et du coup on se dit
on se dit voilà, peut-être que je vais tester quelque chose. Enfin, je pense qu'il y a peut-être un petit peu une curiosité aussi. Après aussi peut-être un peu de frustration parce que je sais que des fois certains ils sont un petit peu les poings liés avec leur éditeur et du coup ils se disent non moi j'aimerais pouvoir faire mon propre truc à moi et nous voir si je peux gérer. Puis au bout d'un moment on se rend compte que oui, il y en a qui s'en sortent très bien. Faut savoir gérer, savoir gérer les devis, il faut savoir parler avec des prestataires. Parce que sur Dreamland il y a quand même beaucoup de produits dérivés en fait. Il y a quand même des t-shirts, des mugs, il y a même des shikishis spéciaux. Enfin, il y a toute une industrie en fait derrière. Quoi. Le manga étant ce qu'il est aujourd'hui en France par rapport aux productions hexagonales, les auteurs n'interdisent que très rarement de développer d'autres choses à côté. Ce qui est somme toute logique, puisque si eux le font pas, pourquoi l'interdire à côté ? Alors c'est pas le cas de tous les éditeurs, mais je sais que certains, comme Pika en l'occurrence pour Dreamland, laissent faire relativement. Je sais pas si toi tu t'es déjà posé la question sur Green Mechanic pour faire d'autres choses à côté. Moi j'aimerais bien, oui. moi j'en ai parlé à Ahmed et j'ai dit j'adore faire les goodies, c'est un truc, j'adore passer du temps dessus. Ahmed qui est donc le fondateur de voilà, Kiyun, exactement. Ton chef. Voilà, exactement. Ton chef. Et The Big Boss. Mais, c'est vrai qu'il est grand en plus. Oui, en plus. Ouais, mais c'est bien, on le repère bien dans les conventions, justement. Ne la coupe moi pas. Qui suis toute petite. Mais du coup, je sais pas, moi j'aime bien aussi ce côté un petit peu auto-entrepreneur. Moi j'aime bien fouiner, j'aime bien... je sais pas. Après, comme je dis, c'est peut-être mon côté justement de fanzina où il faut aussi gérer ses stocks, gérer les contacts. C'est clairement un autre boulot. Là où l'auteur de BD va... Après, je sais qu'il y en a qui aiment peut-être pas faire ça du tout, mais moi en tout cas, moi j'aime bien ce genre de truc. Parce que dans la bande dessinée, alors tout le monde n'est pas très bien payé, mais à la planche, on est globalement mieux payé dans la bande dessinée qu'on peut l'être dans le manga. C'est une question de pagination. Voilà. Puisque du coup, pour une somme relativement semblable, tu dois faire 200 planches pendant que d'autres en font 50. Ouais, mais ceci dit, avec le roman graphique, ça a tendance à être calqué sur les mêmes tarifs, quoi, je pense. Après, c'est à voir aussi la quantité de travail qui est faite sur une planche de BD par rapport à une planche de manga. C'est toujours un calcul à faire. Mais après, oui, pour revenir au fait de tout gérer quand tu es auteur de manga, je pense que c'est aussi le fait que ce soit ton univers, surtout si tu es auteur tout seul sur cet univers, c'est ton bébé quelque part. Donc tu as envie vraiment de contrôler tout ce qui se passe autour. C'est assez naturel en fait. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que dans le manga en France où on laisse les auteurs, on laisse la main aux auteurs. J'ai l'impression que dans la bande dessinée, on laisse moins la main aux auteurs sur leur propre création. Parce que souvent dans la BD, t'as quand même un scénariste et un dessinateur. Souvent, c'est vrai. Et du coup, je pense qu'il y a moins cet affect très particulier au projet, puisqu'il est déjà en fait un peu, on va dire, divisé entre deux personnes, tu vois. Même si l'histoire vient du scénariste en général et qu'après t'as un dessinateur qui va l'interpréter. Mais tu vois, je pense qu'il y a aussi ça qui fait que... Et puis aussi, c'est un truc peut-être plus culturel. On va dire que l'édition de BD est plus ancienne que l'édition de manga français. Et du coup, les éditeurs, ils ont pris le pli ils savent comment vendre une BD et comment la diffuser, tout ça. Je suis beaucoup moins BD, moi, mais est-ce que le public BD est amené à être friand de goodies ? Beaucoup moins, oui, en plus, c'est vrai. À l'inverse du manga où on le sait, les goodies, je veux dire, rien qu'au Japon, c'est vraiment la même chose, quoi. Au Japon, ils sont hyper friands de goodies, c'est hallucinant, quoi. Du coup, ici, c'est un peu la même chose. On peut voir les sacs couverts de badges, tout ça, et je sais qu'il y a des gens qui me demandent. Pour Green Mechanic, j'ai eu beaucoup de demandes en fait de me dire ouais tu feras ci, tu feras ça. Alors moi je suis là genre mais j'adorerais, mais déjà là j'ai pas le temps, mais j'aimerais bien. Donc laissez-moi d'abord finir mon travail. Une chose à la fois. Ce statut d'auteur il est louable. Tu dirais aux gens mais aussi faites auteur de manga, ou tu te dis juste toi t'as de la chance mais ça peut pas se reproduire pour d'autres. Non, mais tout le monde peut faire s'ils veulent faire mangaka, qui se donnent les Non, mais est-ce qu'il est enviable, tu vois ? Moi je suis contente, ouais. Je veux dire, moi j'ai fait 5 ans de vente de vêtements en prêt-à-porter. Oui, alors certes, je gagnais ma vie, tout ça machin, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi je trouvais ça, je sais pas, les gens pour qui je travaillais, c'était pas forcément le plus valorisant.
Et puis là, par contre, je sais le matin pourquoi. Enfin, oui, j'ai mal au dos, oui, je suis fatiguée, mais je sais pourquoi je me lève. Enfin, je sais que j'ai envie de faire plaisir en fait quand je travaille. Avant, c'était je me lève, je vais travailler, je dois faire ma petite feuille de planning et tout ça, mais honnêtement, je m'en contrefous de savoir si le truc il est bien fait ou pas, parce que c'est pas à moi. Enfin, c'est pas mon truc à moi. Dis que là, non. Je sais si je me réveille le matin, j'ai ma BD et tout ça. Et puis quand je reçois des compliments de la part de mon éditeur, je suis toute contente parce que je me dis, ouais, mais il est content, il est fier de moi et tout. J'ai moins l'impression d'être. Ça me fait plaisir que mon éditeur soit content de mon travail. Et c'est super valorisant. Et quand tu dis il faut se donner les moyens, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ah non, mais ça, c'est une phrase un peu à la con que je viens de sortir. Mais non, mais enfin. Non, mais c'est compliqué parce que ça peut dépendre de plein de choses. On peut des fois être super motivé, mais pas être là au bon moment ou quoi que ce soit. Il y a aussi une partie où il y a pas de la chance, mais... Il y a une partie timing quand même aussi. Ouais, moi par exemple, c'est le fait que j'avais plus de travail au moment où il y avait le concours Kiun, que du coup j'ai participé. Et pourtant, j'étais pas du tout dans l'optique de participer au concours. Donc je me dis, c'est vraiment parti de rien, quoi. C'est le fait que j'avais pas de travail. Et en plus... j'avais rencontré un ami à une soirée qui était en train de travailler sur le concours et je lui fais mais tu bosses sur quoi? Puis il fait c'est le concours Kiun et tout ça machin, regarde j'ai fait les planches et tout. Puis là je regarde ma pote et je fais c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait ce concours. Je fais j'ai un peu de temps là, parce que je devais partir au Japon un mois plus tard. Je fais allez, tant qu'à faire, de toute façon j'ai rien à perdre quoi. Donc voilà. Et du coup, après, on connaît la suite, quoi. Mais voilà. Donc, la suite, on va en parler maintenant. Voilà. Du coup, pour revenir, c'est juste que ça peut dépendre de plein de choses. Mais il y a un facteur chance quand même. Voilà, de toute façon, quand on est passionné, on a toujours envie de bosser dessus. Donc. Alors, Green Mechanic, on va parler de ton manga. On va faire une petite pause, au moins pour parler de ton manga. L'histoire, j'essaie de la raconter ou tu préfères le faire? Non. Je le fais? Sûr? Oui. Tu me dis... Comme ça, tu vois comment il est raconté, c'est ça? Tu me dis si je fais une erreur. Sur fond d'univers post-apocalyptique, c'est un manga qui raconte, ou qui nous narre la quête d'une jeune femme pour retrouver son meilleur ami, disparu depuis la dernière attaque d'un groupe de monstres terrifiants qui habitent les lieux là où elle habite. L'héroïne s'appelle Misha et elle a une particularité, une empathie surdéveloppée, ce qui n'est pas évident forcément au quotidien, et elle a tendance à donc vivre loin des autres humains, mais les événements vont la pousser à sortir de sa petite bulle. C'est très bien. C'est très bien, ouais. Ça te va? J'aurais pas fait mieux. On est sur une aventure, on est sur une quête initiatique. On est sur quoi? T'avais une démarche quand t'as voulu... T'avais cette histoire en tête, tu voulais la raconter, tu t'es pas posé plus de questions moi, c'était... théoriques, on va dire. Ouais, moi c'était surtout... je voulais surtout faire évoluer des personnages et sur un espèce de fond, justement... écolo, post-apo, mais pas trop négatif non plus. Et puis j'avais aussi envie de parler de robots, donc du coup j'ai mis robots. Et puis non, en fait, je suis le genre de personne à être très, très axée sur les personnages. On peut mettre une histoire qui est vraiment, imaginons une histoire vraiment toute pourrie et tout. Mais si je réussis à m'attacher au personnage, je vais suivre en fait. Et moi, je voulais quelque chose où justement on s'attache au personnage. Après, j'espère que mon histoire elle est pas toute pourrie. Non mais c'est vrai que ça se ressent quand on le lit, que en fait on découvre l'univers en même temps que les personnages. On est vraiment au même niveau, à leur hauteur quoi. Et c'est intéressant du coup. Il y a une part de mystère qui se dévoile petit à petit. J'avais envie que justement le lecteur soit pris par la main et que vraiment en même temps que les personnages et du coup c'est vrai que après il y a plein de questions qui se posent ça. Mais pourquoi ci, pourquoi ça? Je fais attends. Ça va venir. Doucement, là on marche. T'as les réponses? Oui. Non, j'ai les réponses. Attends, je vais chercher les réponses. Est-ce que ça évolue au fur et à mesure que tu avances sur l'histoire? Est-ce qu'il y a des choses que tu avances avec tes personnages aussi et tu... Oui, parce qu'en fait, au début, c'est marrant parce que quand j'ai relu le tome 1 là, et je trouve qu'on sent que je suis beaucoup plus timide dans le tome 1 que là maintenant avec le tome 3 et surtout quand j'avais commencé le premier chapitre je connaissais mes personnages mais pas forcément à fond quoi. Mais maintenant je les connais très bien, je sais comment ils pourraient réagir, qu'est-ce qu'ils pourraient ils s'échappent des fois un petit peu tes personnages?
Alors ça par contre j'ai jamais compris ceux qui disent que leur personnage... Non mais c'est vrai, je trouve ça bizarre parce que normalement non, quand on les connaît, les événements peuvent échapper un petit peu, on peut dériver un peu de ce qu'on a écrit. Moi ça m'arrive souvent par exemple, j'ai mon histoire, j'ai mon histoire, elle est faite, mais le scénario je l'écris au fur et à mesure. Donc le scénario c'est tout ce qui est les événements, les dialogues et tout ça. Et du coup, oui, ça peut arriver. Par contre, que je dérive un peu parce que je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit au début, soit ça manquait de rythme, soit ça, peut-être qu'un personnage, il était pas assez bien exploité, ou peut-être qu'il manquait des trucs, ou peut-être ça manquait d'informations, tout ça. Et ça, du coup, j'ai tendance à le modifier au fur et à mesure. Mais par contre, non, je sais comment vont réagir mes personnages. Je sais que s'il y a un événement qui va se passer, que j'aurais peut-être, entre guillemets, pas prévu, ou que j'aurais inventé, pour le coup, voilà... Je vois comment mes personnages vont s'adapter à cette situation. Mais alors, par contre, les personnages qui commencent à faire n'importe quoi... Mais j'ai déjà entendu des gens dire ça. Beaucoup d'auteurs. Beaucoup d'auteurs le... pas, en fait, comment, il faudrait qu'on m'explique la logique parce que j'arrive vraiment pas à C'est les personnages qui prennent vie et qui prennent le contrôle de... Oui, mais c'est bizarre. Virtuellement, mentalement. Oui. Mais c'est bizarre. Enfin, à la limite, pour moi, le seul moment où mes personnages pourraient faire n'importe quoi, c'est quand je fais des strips ou quand je fais des petits chibis tout nuls à la fin. Puis que là je dis, ils font n'importe quoi. Mais sinon, normalement, ils sont censés pouvoir être gérables. Et tu parlais de la façon dont tu mettais en place les événements, les retournements de situation et tout ça. Est-ce que tu as lu des méthodes d'écriture, de scénario ou Alors, j'ai commencé seulement il y a 6 mois à lire des bouquins en fait là-dessus et je me suis rendu compte que j'apprenais pas tant que ça finalement parce que il y a des raisonnements logiques dans ces livres. Moi je suis quelqu'un qui analyse énormément quand je regarde des films ou bien j'aime beaucoup par exemple écouter des chroniques sur YouTube et tout ça et en fait alors j'ai regardé je me suis mis très tardivement à recommencer à regarder des films parce qu'à l'époque c'était mes parents qui monopolisaient la télé et moi voilà j'avais pas le droit mais du coup et je me suis rendu compte que au fur et à mesure j'appréciais analyser un film, ce qui est un peu chiant des fois parce que quand je vais au cinéma je ne peux pas regarder un film normalement, je suis constamment en train d'analyser tout et n'importe quoi. Alors genre le dernier Star Wars ça a été intéressant, c'était mais très le dernier intéressant. Star Wars c'est un what the fuck total. Oui, mais il a fait tout exploser, mais effectivement il y a un raisonnement derrière, effectivement. Ouais, et du coup, mais j'étais toute seule comme ça et je regardais le film et j'essayais de comprendre et je me suis dit mais je pense que c'est un bon film à analyser pour savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas et tout ça. Et je pense qu'il sera très bon à analyser une fois que la trilogie sera complète. Tout avec le premier déjà rien que les deux ensemble c'est déjà pas mal, on arrive à voir à quel moment ça se casse la tronche. Comme c'est J.J. Abrams qui reprend le troisième. Du coup, on dirait qu'il a commencé un truc, qu'il l'a filé à quelqu'un qui en a fait qu'il a autre fait chose, qu'on a fait autre chose. Parce que comment il l'a fait déjà là-bas, c'était genre tiens, je te donne ça. C'est ça. Démerde-toi. Je comprends qu'il a un peu galéré le mec avec son lui. Et là, comment il va devoir retomber sur ses pattes à la fin. Je pense que vraiment tout va fonctionner par 3. Déjà dans le premier, il repompe un truc. Dans le deuxième, on casse. Le troisième, on peut pas appeler ça de la repompe au final. Tu peux pas réinventer des histoires tout le temps. Oui, mais bon, il y a des schémas qui sont classiques et il a collé un schéma classique. On peut pas appeler ça pomper. Non, mais surtout que la fin du premier, le 7, c'est ça. Cette fin, je me dis, mais le prochain qui va devoir bosser dessus, mais il va devoir reprendre à un moment où il va galérer le mec, parce que, bon courage. T'aurais pu arrêter un poil. Non, t'arrêtes pile poil, ça va être compliqué. On va revenir à Green Mechanic. T'as beaucoup d'avance sur ton travail par rapport à la publication T'es en flux tendu Non, parce que là, je vais bientôt finir le 3, donc du coup, il va sortir en mai, donc autant dire que l'avance... Non. Et c'est prévu en combien de volumes ? Alors, il n'y a pas de... C'était pas... Il n'y a pas de limite, en fait. Mais moi, comme je l'ai écrit, au début, il devait y avoir 3. Et puis, clairement, il n'y aura pas 3. Ah ouais, 3 alors que dès le début, on sent que ça va pas du tout être 3 volumes. Parce qu'au début, c'était pas ça. Ah oui, d'accord, ok. Le premier scénario que j'avais présenté à Ahmed, justement,
C'était pas du tout ça. En fait. C'était beaucoup plus direct, on va dire. D'accord. Mais finalement, en fait, il a tout de suite compris que j'étais un peu frustrée finalement et que j'avais tout condensé en 3 volumes. Et il m'a dit, mais tu veux vraiment faire 3 volumes? Et j'ai fait, ben non, mais moi je suis une auteure française qui sort de nulle part. Et... Ouais, en plus tu sais pas comment ça fonctionne. Moi je me suis dit, est-ce qu'on va me faire confiance ou pas? Enfin, je viens de... Oui, tu préférais avoir quelque chose qui était condensé pour pas être frustré si t'avais à bâcler, pas à bâcler, mais à anticiper ta fin. Quoi, non, mais c'était même pas ça, c'est qu'en fait on a l'habitude que les éditeurs sont un peu frileux, donc du coup logiquement je me suis dit non, ça va être que 3 tomes, et en fait non, il m'a dit non, si tu veux faire plus, si tu veux développer ton histoire, fais plus, et du coup oui, ça va être plus de 3, et puis après c'était à 5, et puis après là je suis autour de... Après je sais pas, comme j'ai dit, vu que j'ai écrit le scénario à chaque fois, peut-être que ça peut d'un seul coup il peut y avoir moins de tomes finalement, mais moi en tout cas je vise en 7 à peu près. Après je dis 7 et 10, mais tu peux encore changer d'avis 15 fois, donc voilà, donc en fait j'en sais... Mais du coup ça veut dire que tu vas travailler, si tu vises 7, ça veut dire que tu vas travailler encore 6-7 ans dessus. Ouais. non mais j'aime bien en plus, donc... Mais des fois je me dis, oh là là, je vais travailler encore avec les mal de dos et tout. Après je me dis, ouais mais c'est quand même cool. Voilà, c'est un peu le conflit intérieur. Et t'as pas d'autres histoires là qui viennent, mais tu pourrais aussi raconter ça et faire un manga là-dessus, alors en fait je pousserais à raccourcir. J'évite de m'éparpiller parce que non, très bien. Voilà, c'est déjà très dur sur Green Mechanic de pas s'éparpiller parce que j'ai envie de parler de plein de trucs. Des fois je me dis non, enfin faut pas commencer à partir dans n'importe quoi, parce qu'après si tu commences une idée puis qu'après ça mène à rien, ça sert à rien. Et surtout que t'as un perso qui est quand même enfin, t'as 2 persos qui sont quand même très très forts au niveau des psychologies. C'est ça, donc des fois, dont un qui est presque un enfant, donc tu vois, il y a quand même beaucoup à faire, quoi. Du coup, c'est pour ça que je me dis, ça sert à rien. Je peux amener des fois 2-3 petits trucs comme ça, mais j'ai horreur quand dans ce coup il y a quelque chose de posé et puis que ça amène à rien, quoi. Enfin, si c'est pour frustrer le lecteur, je vois pas l'intérêt, donc du coup je me retiens. Et je me dis, c'est pour plus tard, je sais pas. Green Mechanic, c'est ton manga, c'est donc aux éditions Kiun, avec le 3e tome qui sort au mois de mai 2018. 16 mai. Si tout se passe bien. Tout devrait bien se passer normalement. Mais oui. Oui, normalement oui, mais non, c'est pas d'un seul coup. Le camion de livraison qui crève, tu vois, on sait pas. C'est vrai. Mais alors, en général, il n'y a pas qu'un seul camion de livraison. Ouais, mais bon, il y a plusieurs camions. Après, si tous effectivement commencent à avoir des pneus crevés. Là, j'ai pas de bol quand même. Ouais. On va partir sur le dernier sujet. On voulait parler de manga amateur aussi avec toi. Le manga amateur en France existe. Et pourtant, on n'en parle quasiment jamais. Quand je dis nous, je parle de nous, nous dans cette émission, nous dans la 5e de couve. Je dis aussi de nous, la presse spécialisée, nous, les sites web spécialisés. Enfin, quel regard vous portez les uns et les autres sur le manga amateur français, sur le fanzina même plus généralement? Alors moi, personnellement, c'est une énorme lacune culturelle. J'avoue que je lis très peu de manga amateurs. Je sais que voilà, ça existe. Il m'arrive de tomber sur des portails, sur DeviantArt d'auteurs qui font des choses sur le manga amateur, mais sinon c'est vrai que je m'y penche pas assez. Toi, Flavien? Moi au début, quand j'ai commencé manga.tv, je lisais énormément de fanzines. Je regardais beaucoup des blogs BD aussi. Je m'intéressais beaucoup et très très vite il y avait tellement de choses que en fait je m'éparpillais et j'arrivais pas. Alors après je vais tomber sur un truc où on va pouvoir débattre, mais moi j'arrivais pas à trouver quelque chose de véritablement qualitatif au niveau des histoires. Et du coup, j'arrivais pas à me retrouver dedans. Donc, il y avait juste... C'est marrant, du coup, ça veut dire que t'en lisais beaucoup, tu faisais beaucoup attention, mais tu trouvais pas que c'était intéressant qualitativement. Du coup, pourquoi tu les lisais alors? Et parce que en fait, je voulais savoir ce qui se faisait. Je voulais savoir comment juste créer. Curiosité. Ouais, curiosité. Je voulais savoir ce qui se faisait, ce qui se créait. Et après, j'en ai juste sur, je sais pas une trentaine que j'ai suivi. J'en ai juste suivi que 3. Mais c'est souvent comme ça en fait. Et il y en avait tellement, et je me suis dit est-ce que je dois continuer à les suivre, est-ce que je dois encore m'éparpiller? Et après du coup j'ai commencé et j'ai tellement de trucs à lire que je me suis dit je peux plus lire les fanzines. Et en fait c'est que si on m'en parle pas, me dire regarde celui-là en fait il est qualitatif, ça va te plaire, l'histoire elle est comme ci comme ça, là je vais lire. Mais c'est vrai que de moi-même je vais faire les rayonnages à Japan Expo, je vais regarder ce qui se passe, mais je vais pas me dire ok je vais le lire celui-là quoi. Yamichin, quelle vision t'as du fanzina et du manga amateur aujourd'hui en France, du coup en fait c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il a dit, parce que même moi avec le temps j'ai commencé un peu à faire un tri. Je connais les auteurs chez qui je vais aller
Généralement, je suis leur page et du coup, je peux connaître les sorties. Mais c'est vrai que j'ai moins cette curiosité à aller forcément voir tout le village. Parce que genre Japan Expo, ils sont... je sais même pas combien de stands il y a, c'est énorme, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'il faut réussir à repérer le fanzine, voilà. D'autant plus que généralement, c'est soit des one-shots, soit ça peut être une série, mais il faut réussir à la prendre genre en cours. Des fois, il peut y avoir 3 tomes comme ça, puis on sait pas de quoi ça parle et tout ça, donc c'est un peu compliqué. T'en as fait, toi? T'as participé à du fanzina ou tu restais dans ton coin ou sur du DeviantArt seulement sans vraiment participer à quelque chose d'un peu plus grand? Oui, non, mais même encore maintenant, j'en fais. Mais par contre, maintenant, je fais plus de BD. Enfin, j'ai plus le temps, donc voilà. Mais je continue c'est plus des posters, des goodies, parce que c'est un moyen aussi pour moi de faire des illustrations à part. Mais c'est vrai que avant, j'en consommais quand même pas mal. J'achetais beaucoup et tout. Mais bon, après, il faut dire que, mine de rien... un coup, ouais. Si on commence à acheter tous les fanzines, voilà, quoi. D'autant plus qu'on ne sait pas des fois ce qu'on achète. C'est vrai. Et puis, bon... Par contre, c'est marrant parce que la qualité, par contre, a augmenté. Ouais. Avant, on avait le fanzine agrafé et tout ça, mais maintenant, on a vraiment des fanzines de qualité avec certains qui ont carrément les bordures dorées, machin. Ah oui, avec une vraie fabrication. Oui, c'est vraiment, mais certains, c'est vraiment maintenant, on a les moyens de faire. Certains, c'est même carrément des formats manga. Ouais. Mais ça peut être compliqué, sachant qu'en plus, la Japan Expo, le village fanzine est loin. Donc, de se dire, quelqu'un qui va arriver, il va acheter tous ses mangas au stand éditeur, et puis après il va arriver dans le village fanzine où il y a déjà 400 stands, et du coup il va se dire pourquoi lui plus qu'un autre. Il faut vraiment, finalement, internet joue beaucoup. Ouais, cette évolution elle est étonnante, parce que là vous parlez de Japan Expo, mais c'est une fois par an, donc normalement on aurait envie d'en consommer plus ou moins toute l'année, et ce qui m'étonne moi, c'est que le manga amateur au Japon, c'est un business assez lucratif pour certains, et même pour beaucoup de boutiques, il y a des doujins qui se vendent à des prix phénoménaux et qui se vendent très bien, qui sont en édition limitée. C'est un vrai business, ça a une vraie place dans l'économie, et comme le marché du manga en France est assez héritier du marché japonais, sur en tout cas pas mal de points, c'est étonnant que tôt ou tard il n'y ait pas une explosion du manga amateur en France. C'est quoi les ingrédients qui manquent? Un guide, un site internet. Après, au niveau du comic c'est beaucoup de fan art aussi. Ouais. C'est beaucoup. Il suffit de voir une journée au Comic Cat, tu tombes sur la journée BL. C'est bon. T'as beaucoup de. Voilà quoi. C'est du dérivé finalement d'un manga qui existe déjà. Ici, je dirais que c'est un peu moitié-moitié, dans le sens où il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de fans. Oui, mais pas en BD. Ouais. Moins, en fait. Plus les gens, ils ont quand même tendance à vouloir faire leur propre truc à eux. Et du coup, une espèce de comiquette à la française où il y a que des créations originales, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Parce que déjà, il faut le public. Il faut faire venir du monde, ouais. Et généralement, le monde vient. C'est très. Pour faire venir du monde, faut te faire connaître avant. Donc il faut communiquer, et il faut pouvoir communiquer. C'est aussi un milieu, au niveau du fanzine, la plupart se connaissent et tout, mais c'est quand même un milieu, je trouve, assez fermé. Il y a des sites qui existent, qui répertorient tous les fanzines et tout qui existent. Et par exemple, je parlais à l'époque, il y avait Mélusine, il y a plein de trucs qui existaient comme ça. Mais c'est vrai que c'est un truc assez fermé où très souvent, on est assez auto-centré. Mais il y a toujours cette quête de je veux me faire éditer, mais en fait je vais m'éditer moi-même parce que je vais pas réussir. Alors attends, tu t'as développé plein de choses différentes. Oui, moi j'ai cette même impression. Je sais pas comment vous sentez. Moi c'est ça, j'avais demandé si c'était pas un milieu qui circulait un peu trop, qui était un peu trop en vase clos, quoi. Mais c'est vraiment là pour le coup, je dis ça de façon totalement néophyte, quoi. C'est l'impression que j'ai aussi, sans forcément une volonté, mais que par la force des choses, ils en sont venus à fonctionner entre fans et fabricants de fanzines, et sans essayer de communiquer plus, mais c'est aussi peut-être parce que il manque d'outils. Oui, d'une vraie caisse de résonance pour faire connaître. À Angoulême, j'avais rencontré des gens qui sortaient d'école de manga et qui me disaient leur premier truc c'était qu'ils allaient faire un fanzine. Et je fais pourquoi vous allez faire un fanzine?
Il fait en fait, par rapport aux publications et tout qu'on fait, on peut pas se faire éditer, du coup on va faire un fanzine. Et je fais c'est marrant la démarche de dire on va pas se faire éditer et on va faire un fanzine pour se faire connaître. Enfin, moi j'avais pas, je me suis dit si tu veux te faire connaître, va voir les éditeurs, discute avec eux, etc. Et montre un peu ce que tu sais faire. Enfin moi en tout cas, ce que je leur avais dit, mais c'est vrai que moi la démarche de dire ok, je vais créer un fanzine direct pour me faire connaître et être connu par le grand public, je fais le grand public connaît pas forcément les fanzines. Mais parce qu'en fait je pense que, alors moi comme j'ai commencé avec le fanzine, il y a un petit côté liberté. Ouais. Du coup t'es complètement libre de faire ce que tu veux, tu sors tes BD quand tu veux, parce que c'est ton problème, hein, si tu veux faire plusieurs publications et puis que tu veux pas la suite, voilà. Mais je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Après il faut savoir qu'il y en a, ça évolue tout le temps, donc il y a beaucoup de jeunes en fait qui arrivent à chaque fois, et on le voit, il y a plusieurs générations, on va dire, mais il y en a beaucoup aussi qui veulent rester dans le fanzine en fait, ils sont bien dans le fanzine, ils ont pas envie de se faire éditer ou quoi que ce soit, ils ont leur truc à côté, leur travail, et puis à côté ils font du fanzine parce que c'est un moyen, exactement, c'est un moyen pour eux de pouvoir s'exprimer artistiquement, et en même temps de pouvoir le montrer aux gens, et puis dire voilà, vous voyez, je sais faire ça aussi, et puis de voir le sourire sur les joues. Non mais c'est vrai qu'après quand tu vois quelques fanzines où il y a une vraie patte et que c'est une vraie passion, c'est vrai que t'es content du coup de le prendre et de le lire. Mais quand t'as une vocation après du coup à être édité, etc., de rester dans le... Après je sais pas si tous ceux qui sont en fanzine ils veulent se faire éditer ou... En fait c'est ça le truc avec le fanzine, c'est que c'est vrai que la plupart on sait pas forcément où ils veulent aller, mais peut-être qu'il y en a. Moi par exemple c'était juste de la passion quoi, c'était vraiment faire ma petite BD à côté, faire mes petits goodies machin, mais j'étais à aucun moment je me disais tiens je vais sortir, je vais me faire éditer, et puis voilà. Moi c'était juste je vais faire mes trucs et puis basta quoi. Après voilà, je pense que ça dépend des gens, peut-être qu'il y en a qui veulent, ça peut être aussi un moyen de s'entraîner, de se dire tiens je vais faire un fanzine et tout ça, je vais voir ce que je vaux, puis après ça peut arriver qu'il y a des fois genre à la Japan Expo il y a des gens qui passent et qui prennent des fanzines et tout ça, et qui regardent en fait le niveau de la personne, et des fois ça peut arriver que tiens il y a un mec là-dedans ou une meuf qui s'est dessinée. Et toi d'ailleurs, est-ce qu'il y en a que tu recommanderais, ou des auteurs que tu estimes qui sont injustement méconnus, qui viennent de cette scène-là? Oh mais ça fait tellement longtemps que j'ai plus... Non mais il y en a plein, mais là comme ça ça fait... En plus je dis 4h30 et que je suis debout. Non mais si je ferais une petite liste sur Twitter. D'accord, oui. Allez. Quel regard tu sentais du milieu professionnel sur le fanzina quand tu en faisais? Aucune idée. Aucune idée, t'as jamais eu quelqu'un qui est venu te voir? Parce que comme tu le dis, pour certains c'est potentiellement un moyen de se faire publier ensuite, mais est-ce que les pros viennent voir ce qui se passe? Alors ça m'est arrivé une fois, et c'était il y a très longtemps, c'était quand il y avait les éditions Asuka, donc ça date. Asuka, à l'époque. Et en fait du coup il y avait quelqu'un qui était venu pour me donner sa carte et tout ça, et il n'y a pas eu de retour. C'était très frustrant d'ailleurs, parce que du coup j'y ai cru, moi j'étais et en fait non, que dalle. Bon c'est pas plus mal cela dit, parce que vu que c'était pour du BL voilà, mais du coup est-ce qu'on explique ce que c'est le BL? Le Boys Love. Oui, c'est du yaoi, c'est du Boys Love. J'ai fait du Boys Love pendant un bon mais c'est pas grave. Flavien il a fait des trucs dans sa jeunesse. Non mais c'est marrant parce que du coup en fait il y a des gens moi qui m'ont posé la question, on m'a dit mais dans Green Mechanic est-ce qu'il y aura du Boys Love et tout, j'étais là non mais franchement honnêtement regardez le catalogue de Kiun, et est-ce que d'après vous pensez même pas ne serait-ce que 10 secondes que mon manga sera Boys Love? Puis quand bien même, je veux dire, j'en ai fait pendant un bon moment. Si je suis édité, c'est pour justement faire les choses que je ne faisais pas. C'est pour ça que Green Mechanic, il y a des scènes d'action. Et voilà. Au Japon, le manga amateur est composé aussi en grande partie de Boys Love, de yaoi. Oui, c'est pour ça que je dis la Comiket. C'est ça. Le Comiket qui donc du coup c'est vrai qu'on l'a pas expliqué non plus, qui est un salon de manga amateur au Japon qui rassemble plusieurs milliers de personnes, c'est assez énorme. Est-ce que du coup l'avenir du manga amateur en France doit aussi passer par le Boys Love? Non, ça serait un peu mais pour qu'il ait autant d'importance que... Et pourtant il y en a pas mal aussi dans le fanzine du Boys Love, mais je sais pas si
J'ai aucune idée. Franchement, il faudrait voir comment ça se passe, les ventes aussi de Boys Love en France et tout ça. Ça reste confidentiel aujourd'hui. Ouais, je sais pas du tout. Oui, il y a peut-être un écart culturel aussi avec le Japon. Oui, probablement. Et puis en plus, le truc, c'est que les doujins, je sais qu'au Japon, ils sont vendus, genre dans les mandarake, c'est des boutiques spécialisées de revente en fait de doujins et autres trucs. Et ici, il n'y a pas ça. Ici, au niveau économique, ce serait difficile quand même. Ici, en fait, tu revends tout sur Internet. Ouais. Moi, je sais que j'ai encore des vieux doujins à moi, BL, que j'avais fait, et je sais toujours pas quoi en fait. Et du coup, ils sont stockés chez moi. Et donc, si ça intéresse, j'ai des BL chez moi, en anglais, je ne sais pas quoi faire. Tu les écrivais en anglais directement ? Non, mais c'était parce qu'à un moment, je pensais faire les ventes aussi... internationales. Voilà, okay. Et... c'était pas top. C'était pas ma meilleure idée. Hein. Mais c'est vrai que vous êtes beaucoup d'auteurs à avoir fait beaucoup d'auteurs français à faire du manga, à venir aussi du milieu amateur. Vanara, elle a marché longtemps toute seule aussi. Je pense à qui sur les Torches d'Archélion, Michael Almodovar. Il y a Vigneault aussi là qui qui fait du fanzine, il en fait toujours d'ailleurs, je crois. Je crois que Vigneault en fait aussi. Pour Michael Almodovar, il est parti en crowdfunding. Le crowdfunding là aussi qui finalement commence aussi à servir le manga amateur, qui ne devient plus amateur au final, parce que pour certains ils ont des niveaux de professionnels. Aussi on va prendre Chronotic Express, qui s'est fait connaître par internet et via le crowdfunding, paf, qui a explosé. Donc là encore c'est grâce à une plateforme de manga qui fait que c'est passé par. Et moi je l'ai connu dans la section fanzine dans une convention à Dijon. Donc voilà quoi, c'est le truc improbable. Il y a une plateforme, il y en a quasiment qu'une en France de manga amateur où tout le monde peut. Il y en a deux. Il y en a deux. J'en vois qu'une. Moi je pense à Manga Draft. Ouais, mais il y a Amilova, je sais pas ce que c'est devenu, mais. Amilova, c'est vieux. Ouais, mais pour moi ça n'existait, c'était plus aussi vif, mais peut-être. C'est pour ça que je dis j'ai pas suivi, donc je sais pas ce que c'est devenu, mais du coup. Et Manga Draft. Et ils ont essayé de faire une V2, quelque chose de plus moderne avec un crowdfunding, et ça n'a pas eu le succès escompté. Ils n'ont pas atteint les objectifs qu'ils espéraient atteindre pour financer une version 2.0 plus moderne. C'est compliqué aussi du coup de survivre. Est-ce que ça serait pas un éditeur ou aux éditeurs ou de faire une plateforme, d'essayer de faire en sorte que ça soit... Après, Manga Draft, il y a vraiment beaucoup de mangas, non, dessus. Donc, oui, il y en a beaucoup. Mais je sais qu'à un moment, il y avait des idées d'agents de fanzine qui existaient pour déceler, en fait, les meilleurs fanzines pour les faire éditer. Ouais, mais ça, c'est aux éditeurs de faire ça après. Hein. Oui, mais après, il y avait des gens qui se substituaient entre les éditeurs et... C'est pour ça que je trouve que c'est après bon on va me dire je fais de la lèche et tout mais c'est une bonne idée je trouve le tremplin Kiyun justement parce que là il y a une qui s'appelle Doria Plume qui a été je sais plus deuxième je crois non je sais plus mais du coup elle fait du fanzine aussi elle est chou donc elle fait non mais en plus c'est super joli ce qu'elle fait et tout donc voilà dans le fanzine il y a elle et du coup elle a participé au tremplin. Donc comme quoi. Mais le tremplin, je trouve que c'est une bonne chose, d'autant que aujourd'hui, avec tous les projets que reçoivent les éditeurs, éditeurs de manga, éditeurs de BD, sur leur bureau, dans leur boîte mail, est-ce que prendre le temps d'aller voir ce qui se passe dans le fanzina, c'est ça devient compliqué. Est-ce que les éditeurs ont le temps? Je pense pas qu'ils aient le temps. Je pars du principe que si je fais du fanzine et que je veux me faire éditer, j'ai qu'à venir avec mon dossier. Parce que moi, c'est ce que j'avais fait un moment pour un éditeur. C'était avant le tremplin. J'étais venue avec mon dossier et tout ça. Puis j'ai présenté. Après, l'éditeur m'a dit qu'il travaillait pas avec des Français. Mais, et il t'a fait des retours? Non, même pas. Non, okay. Il a même pas regardé le dossier et tout. Il a dit juste non, je veux pas. Non, mais c'est pas plus mal. Hein. C'était pour un BL aussi, donc c'est pas plus mal qu'il. Mais maintenant, c'est vrai qu'on en a parlé dans un podcast ultérieur, mais c'est qu'il y a de plus en plus de créations originales. Du coup, c'est vrai que si tu veux, en tout cas, la plupart des gens qui ont été édités, c'est qu'ils ont proposé le projet directement à l'éditeur, quoi. Voilà, moi je me dis s'il y en a qui font du fanzine et qui veulent être édités,
il y a moyen maintenant de faire un dossier BD, enfin surtout même avec il y a des groupes d'aide et tout ça, enfin Facebook et tout ça. Et même sur les sites, je sais que sur le site de Doki Doki, sur Bambou, ils expliquent comment faire un dossier quoi. Mais moi je me rappelle à l'époque, il y avait sur le site de Delcourt, je crois, ouais. il y avait la marche à suivre pour comment faire un dossier. Moi, c'était comme ça que je m'étais inscrite. Mais il y a pas mal, certains auteurs aussi communiquent directement aussi leur dossier. Une fois que leur BD est publié, ils font voilà, ça c'était le dossier que j'avais envoyé. Heureusement qu'on voit pas le mien. J'étais assez anarchique. Il était comment ton dossier ? Oh, il était horrible. Non, on veut savoir, explique-nous. Non, mais c'est en fait, j'ai vraiment, comme je pensais pas gagner, j'ai paniqué et du coup j'ai fait mon dossier BD. J'ai trouvé l'idée 2 semaines avant d'aller voir mon éditeur. Donc non, mais à part sinon il était quand même il n'était pas vraiment complet parce que généralement on dit qu'il faut quand même mettre des planches de manga dedans. Ouais. Or moi il n'y avait aucune planche. Il y avait non mais c'est faut vraiment. T'as eu un peu de chance quand même. non mais parce que je pense j'avais tout écrit et tout et j'avais montré le design de mes personnages et j'avais expliqué en plus à côté et je pense que les 20 planches que j'avais données avant montraient peut-être mon niveau et du coup j'ai eu de la chance de tomber sur un éditeur qui m'a fait très confiance. Mais faut pas suivre c'est mon dossier BD, c'est pas. Puis c'était dans le cadre d'un tremplin où il a regardé tout ce qui arrivait aussi. Il y avait dans le contrat, c'était écrit si jamais le dossier est pas bon, ils peuvent refuser. Enfin, c'est un truc comme ça quoi, où on peut remodeler de ça machin. Donc moi je suis arrivée, j'étais là avec mon petit dossier et puis en fait je voyais donc Ahmed qui avait un grand silence puis il tournait des pages comme ça et puis il a lu et tout puis j'étais là oh mon dieu mais qu'est-ce que je suis en train de lui faire lire oh là là. Et non, c'est pas... Après, on a beaucoup corrigé et tout quand même. Ça va être la fin de cette émission. Elle est passée vite. On avait beaucoup de choses à dire. On n'a pas pu redire encore tout ce qu'on voulait. Mais les agendas font que on va devoir arrêter d'enregistrer cette émission. On a parlé de manga amateur. On a parlé du statut d'auteur. Green Mechanic, c'est disponible. Le 3e tome arrive le 16 mai. Ouais. 16 mai. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose que tu n'as jamais eu le temps de dire à tes lecteurs? C'est toujours la petite question piège, tu sais, à la fin. Non, t'as beaucoup de retours. T'es contente des retours que tu as de tes lecteurs? Oui. Oui. Oui, non, mais c'est très bien. Après, je suis un peu curieuse aussi. J'aime bien chercher un petit peu, de regarder tout ça par-ci par-là. Mais non, les gens ils sont gentils. C'est bien. Est-ce qu'en dédicace, t'as le lecteur auquel tu t'attendais ou est-ce que t'es surpris des fois de voir des gens? Mais moi, je suis toujours surprise tout le temps. Moi, ça fait quoi? Ça fait depuis l'année passée là que j'ai commencé à faire les dédicaces et je suis toujours pas remise et je pense que je m'en remettrai jamais. Je suis toujours en train de faire les gens sont merci. Bah, tant mieux. En même temps, vaut mieux faire ça que faire. Allez, encore un relou. Allez, au relou suivant. Non, ça serait triste quand même. Non, les gens ils sont super gentils et tout. Et puis les retours ils sont gentils aussi. Donc c'est bien. En tout cas, merci à toi d'avoir participé à cette émission. Si jamais tu veux en refaire une, que tu repasses sur Paris, j'aime bien tu es la bienvenue. Hashtag 5DC pour réagir, pour continuer, prolonger cette émission sur les réseaux sociaux. Hashtag 5DC sur Twitter. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga sur Facebook. Merci beaucoup. Merci Yamichine. Merci à vous. Merci messieurs. Et merci à toi. Rien. À bientôt pour la prochaine 5e de couve. Salut. Ciao. Au revoir.